Bonjour, je suis actuellement avec Clotilde Dussolier du blog Chocolate and Zucchini. Bonjour Clotilde. Bonjour, Clotilde, je te remercie beaucoup de m'accorder un peu de temps et de répondre à mes questions. Je suis vraiment très contente de t'avoir en ligne. merci beaucoup. Alors dis-moi Clotilde, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, toi ainsi que ton blog? Oui, alors je suis Clotilde Dussoulier, je suis une Parisienne passionnée de cuisine de saison, colorée, fraîche et simple. Et sur mon blog Chocolate and Zucchini, qu'on trouve à l'adresse cnz.to, je propose des recettes qui sont vraiment dans cette lignée-là. Ok, super, merci. Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, vous aurez l'adresse du site de Clotilde juste en bas du podcast. Ma première question est la suivante. Alors, tu es maman de deux enfants, entrepreneur, blogueuse, donc tu as une vie vraiment très très occupée. Comment fais-tu pour te dégager du temps afin de préparer tous ces bons petits plats que tu partages avec nous sur le blog et d'autres qu'on n'a pas la chance de voir? Eh bien, je pense que la première chose en ce qui me concerne, tout commence dans l'approvisionnement, le fait d'avoir toujours notamment des légumes, beaucoup de légumes sous la main. Et disons que je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de s'assurer qu'on a des choses à manger, des ingrédients à travailler, parce que sans ça, c'est sûr que on se retrouve à aller chercher un truc au restaurant chinois qui est en bas, quoi. Ce qui en soi est pas un problème, mais disons que c'est pas ça qu'on a envie de faire tous les soirs à longueur d'année. Donc je me fais livrer des légumes une fois par semaine. C'est généralement beaucoup de légumes, donc c'est un peu mon défi personnel, c'est de tout utiliser dans la semaine. Je passe des commandes dans des circuits courts comme la Ruche qui dit oui pour acheter de la viande par exemple. J'ai toujours sous la main un stock de céréales, légumineuses, voilà, des épices, des condiments. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir toujours des placards, des frigos et des congélateurs bien pleins pour pouvoir faire ensuite en fonction du temps qu'on a. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est qu'en fait moi je suis toujours un peu en train de réfléchir à 2 ou 3 temps d'avance sur la préparation de mes repas, c'est-à-dire que je découpe beaucoup la préparation des repas en sous-étapes que je peux faire à l'avance. C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire une quiche, je ferai la pâte la veille, je prépare l'appareil la veille, je cuis les légumes la veille et le jour même, j'ai plus qu'à tout assembler et à faire cuire, ou alors je nettoie les légumes du matin pour le soir, parce qu'une fois qu'ils sont nettoyés, on peut les garder au congélateur, pardon, au frigo dans un torchon. Mes herbes, elles sont toujours lavées de telle sorte qu'il y a juste à les ciseler pour s'en servir. Enfin voilà, au maximum, je prépare les choses à l'avance et je découpe la préparation. Oui, et surtout tu t'organises. Enfin moi c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même une organisation derrière. Oui, J'ai vu que tu as écrit un article vraiment très complet et très instructif dans lequel tu dis pourquoi et comment planifier ses repas. Est-ce qu'à aujourd'hui tu planifies tes repas? Alors, ça peut être de plusieurs façons, puisque là tu nous as donné un élément de réponse. Et est-ce que tu planifies tes repas et comment? alors soit je planifie mes repas de façon formelle, c'est-à-dire que je note sur un papier ce que je vais faire quand. Soit, ce qui se passe en fait le plus souvent, c'est que je planifie les repas dans ma tête en fait. C'est-à-dire que je sais, j'ai en tête ce que j'ai sous la main et les menus se composent dans ma tête, et je sais que par exemple mardi soir, par exemple, je vais être toute seule avec les enfants, que je vais arriver à telle heure, euh, que du coup, voilà, il faut que j'ai fait tel truc le matin pour que ça ait eu le temps de mariner. Quand je rentre le soir, généralement les enfants étaient avec leur babysitter avant, et donc je vais peut-être appeler une demi-heure avant de rentrer pour lui demander d'allumer le four parce que j'ai préparé un truc qui était dans le four. Enfin voilà, c'est une préparation qui se fait le plus souvent dans ma tête parce que j'ai eu suffisamment d'expérience de planification sur papier pour que ça devienne relativement euh, voilà, facile pour moi de le faire sans noter effectivement.
Mais je pense que pour les gens qui débutent dans la planification des repas, noter ça sur un papier, c'est vraiment important. D'accord. Et donc, enfin, pour toi, est-ce que la planification des repas, c'est un petit peu utile, très utile, pour quelqu'un qui souhaite s'organiser en cuisine, y passer le moins de temps possible pour avoir le plus des résultats? Je pense que c'est indispensable. C'est-à-dire que même quand j'avais pas d'enfant, parce que c'est sûr que ça rajoute une complexité supplémentaire en termes de temps libre et aussi d'urgence des repas, parce qu'en fait c'est ça que ça change beaucoup le fait d'avoir des enfants, c'est que d'un coup on peut pas rentrer à 20 heures et se dire bon bah je vais préparer un truc et puis si on se met à table à 22 heures c'est pas grave. Parce que si on a des enfants de 1 à 4 ans, ils attendront pas 22 heures et ce sera voilà, ce sera un carnage avant ça. Donc c'est surtout ça que ça change. Mais, euh, mais disons que pour moi, il faut vraiment, enfin, imaginer qu'on peut rentrer à 20 heures et se dire ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo et qu'une demi-heure plus tard on peut passer à table, ça me paraît être de l'utopie pure et simple. Il faut vraiment y avoir pensé avant, ne serait-ce que penser avant pour avoir acheté ce dont on a besoin, quoi. Oui, parce que c'est vrai que toi, tu dis au début de l'interview que tu as toujours plein d'ingrédients sous la main et que du coup, bon, tu as quand même un savoir-faire et une créativité aussi qui se voit à travers ton blog. Et je comprends tout à fait que tu arrives, toi, à t'en sortir juste en ouvrant le placard et les frigos, mais qui sont pleins. Voilà. Ouais. Alors, moi, il y a aussi un message que je veux transmettre sur cette idée de cuisine du quotidien, c'est que il faut voir de quoi on parle, c'est-à-dire que euh, moi, quand je parle de cuisine du quotidien et ce qui est mon idéal et ce que je cherche à promouvoir et à encourager les gens à faire, c'est que c'est pas faire un plat élaboré avec une vraie recette tous les jours, c'est-à-dire pas un truc digne d'un livre de cuisine, voire même issu d'un livre de cuisine tous les jours. C'est-à-dire que moi, il y a des jours où, enfin, je veux dire, la plupart du temps, le dîner, c'est juste des légumes qui ont été cuits, une source de protéines qui ont été cuits et éventuellement une source de glucides, voilà, des pommes de terre ou du riz ou des pâtes pour que ce soit équilibré. Mais c'est pas forcément. Je pense qu'il y a des gens qui sont intimidés par le fait de devoir suivre une recette tous les jours parce que pour eux, c'est ça cuisiner. Pour moi, cuisiner, c'est juste préparer des aliments pour pouvoir les manger. Et si c'est juste faire des courgettes à la vapeur et les arroser d'huile d'olive, pour moi, c'est cuisiner ça. Je veux dire, c'est pas obligé que ce soit comme au restaurant tous les soirs à la maison, quoi. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans beaucoup de foyers, les gens mettent la barre trop haute, de par peut-être leur entourage qui critique un peu trop. Enfin, je sais que moi, ça m'est arrivé. Et puis, ben, après, on s'en sort plus et on n'a plus envie de cuisiner. Et c'est vrai qu'on est dans un cercle vicieux vraiment pas positif. Oui, oui, oui. Et je pense il faut retrouver le goût des choses simples. Et que moi, par exemple, surtout depuis que j'ai des enfants, et encore une fois, c'est une question de temps libre en moins, je fais énormément de légumes rôtis au four parce que je trouve ça hyper facile. Je peux couper les légumes en avance et les garder au frigo. Alors certes, il y a une petite perte de nutriments quand les légumes sont cuits, enfin, coupés à l'avance, mais il y a quand même moins de perte de nutriments que de ne pas avoir mangé de légumes du tout. Et du coup, hop, je les mets sur une plaque de four, je mets de l'huile d'olive, des épices, du sel, je mets ça au four et je peux aller donner le bain aux enfants, faire autre chose et 40 minutes plus tard, les légumes sont prêts, quoi. Enfin, je veux dire, et si je me mettais la barre trop haut, je me dirais oui, mais quand même, je fais beaucoup des légumes rôtis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bah oui, bah, si on aime ça et que ça marche et que je trouve ça pratique, et ben voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est pas la peine de déployer des trésors de créativité et de sophistication au quotidien. C'est pas réaliste, ça décourage les gens et après on fait plus rien. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous donner là le titre de quelques recettes de légumes rôtis que tu as sur ton blog pendant qu'on en parle? Bah alors, à vrai dire, cette recette de légumes rôtis, elle est dans mon livre qui s'appelle Vegivore, qui est paru, c'est chez Hachette Cuisine, et qui est un livre de recettes de légumes organisées par saison, et dans lequel j'ai vraiment mis beaucoup de mes recettes vraiment indispensables du quotidien, et notamment ces légumes rôtis. D'accord, ok. Eh ben, je vais mettre le lien aussi dans l'article et Super, je merci. vous invite tous à aller découvrir et acheter le livre. Le livre. J'ai aussi une petite question. J'entends souvent des parents qui disent de toute façon, moi je cuisine pas, j'ai pas le temps. Alors que je pense que ça, c'est une fausse excuse.
Enfin, on le voit bien avec toi, puisque tu es très très occupé et que tu arrives à faire vraiment des plats faits maison, savoureux, magnifiques tous les jours. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens qui disent j'ai pas le temps et qui s'arrêtent sur cette idée-là? Alors déjà, je veux mettre une petite réserve dans la mesure où, du fait que la cuisine c'est mon métier, c'est vrai que j'ai des facilités du fait que je peux, dans le cadre de mon activité professionnelle, être en train de faire une recette que je vais servir à ma famille le soir. Et il se trouve que c'est mon travail aussi. Donc, je veux dire, je pense que je suis dans une position un peu plus facile que la plupart des gens, notamment du fait que je travaille en partie chez moi et que du coup, ça veut dire que je peux, par exemple, après le déjeuner, prendre 10 minutes pour préparer une pâte à pizza qui sera prête, qui aura fermenté le temps, voilà, pour le soir, pour quand on voudra dîner. Alors que c'est vrai que quand on travaille en dehors de chez soi toute la journée, il faut s'organiser différemment. Mais je pense que l'excuse du j'ai pas le temps, je pense que, et je mets absolument aucun jugement, mais je pense que c'est vraiment une question de priorité. C'est-à-dire qu'on a tous le même nombre d'heures dans la journée et peut-être qu'il faut se demander, peut-être que le soir, si on passe 2 heures et demie à regarder une émission de télé-réalité ou à juste zoner devant la télé, bon bah c'est 2 heures et demie qu'on a choisi de prendre dans sa journée pour faire ça, qui me paraît pas moi personnellement être une activité très enrichissante. Et je me dis si sur ces 2 heures et demie on a pris une demi-heure pour préparer quelques éléments pour le repas du lendemain, c'est pas. Alors certes, c'est le soir, on est fatigué et on préférerait être assis devant la télévision, mais disons que c'est sûr que si le lendemain on a quelques éléments qui ont déjà démarré la préparation du dîner et qu'il n'y a plus qu'à assembler, mettre au four et le temps d'aller faire les devoirs aux enfants ou le bain ou juste s'être détendu, le repas est prêt, on est aussi plus détendu le reste de la soirée. Donc je pense que c'est vraiment, il faut regarder précisément à quoi est-ce qu'on passe son temps par ailleurs et se dire bah, peut-être que par exemple j'emmène mes enfants à une activité sportive, est-ce que je trouve ça plus important que mes enfants fassent une activité sportive et qu'après ils mangent des trucs surgelés faits par un industriel, ou est-ce que je préfère le temps que je passe à les accompagner à cette activité sportive là, les ramener à la maison, eux ils jouent dans leur chambre, moi je prépare le dîner et voilà. Donc je dis pas qu'un choix est meilleur que l'autre, mais l'idée de dire j'ai pas le temps, il faut se dire le temps dont j'aurai besoin, dans quoi est-ce que je choisis de l'investir à la place et être sûr qu'on a ses priorités et ses valeurs alignées comme il faut. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Sur la prochaine question, on va changer à peine de thématique. Sur ton blog, tu mets beaucoup l'accent sur l'origine et la qualité des produits. On te voit en train de faire le marché, une jolie photo d'ailleurs. Merci. Tu parles beaucoup de produits artisanaux, tu organises des concours, voilà, tu fais plein de choses. Et pourquoi cette démarche de consommer du local, beaucoup de légumes, tu viens de le dire, alors que c'est pas la majorité des personnes, et de sélectionner les producteurs, pas acheter de l'industriel, on va dire. Alors, moi, mes motivations, elles sont à plusieurs niveaux sur ce plan-là. Le premier niveau, c'est que je pense on, on vote avec nos euros, c'est-à-dire que chaque euro que je dépense dans une grande surface, ça veut dire que je demande plus de grandes surfaces. Chaque euro que je dépense dans un produit industriel, c'est comme si je demandais plus de produits industriels. À l'inverse, chaque euro que je dépense en achetant quelque chose à un producteur sur un marché, ça veut dire je veux plus de producteurs, de petits producteurs, je veux plus de marchés, je veux plus de produits artisanaux de qualité avec des gens qui y mettent du cœur, qui respectent leur terre et plus généralement la planète. Donc je pense que les choix qu'on fait ont une signification, va au-delà de juste ce qu'on choisit nous de manger. C'est une façon de voter pour le pays et la planète qu'on veut avoir demain. Donc ça c'est la première chose. Que d'acheter, que si on prend le temps et qu'on fait l'effort de chercher des circuits courts près de chez soi, on se rend compte que ça coûte pas du tout plus cher que d'acheter des produits industriels ou des produits dans les grandes surfaces. Alors ça demande un investissement de temps parce qu'il faut se renseigner, que parfois c'est pas le plus pratique et tout ça, j'en conviens, mais l'argument financier, généralement, quand on regarde plus précisément, il tient pas. Donc ça, c'est la première chose, c'est le côté un peu politique et environnemental. Et par ailleurs, de façon plus égoïste et pratique,
je remarque sans aucune ambiguïté que quand on achète des produits de qualité, artisanaux, produits à petite échelle, c'est largement meilleur au goût que quelque chose d'industriel et produit en grande quantité, transporté par des camions sur des dizaines de milliers de kilomètres dans des trucs réfrigérés et tout, et que juste, euh, au final, c'est bien meilleur dans l'assiette et qu'on n'a pas besoin de cuisiner des choses de façon très élaborée quand on a des ingrédients de base qui sont très bons. Je parlais tout à l'heure des courgettes à la vapeur avec un peu d'huile d'olive. Ça demande, enfin, je veux dire, ça, si on prend des courgettes flotteuses du supermarché et une mauvaise huile d'olive, ce sera pas bon. Si on prend les petites courgettes toutes fines du maraîcher et une bonne huile d'olive que peut-être on a acheté par un truc, je sais que, enfin, moi, il m'est arrivé d'acheter par exemple auprès d'un producteur, j'achète 15 litres, donc un bidon de 15 litres d'un producteur d'huile d'olive, donc ça coûte moins cher parce qu'on achète en gros, on le transvase dans des bouteilles, on partage avec ses amis et tout, donc on a une super huile d'olive qui n'a pas coûté un bras. Et voilà, donc les bonnes petites courgettes et la bonne petite huile d'olive, voilà, c'est 5 minutes de, 5 minutes de cuisson au cuit-vapeur et en 10 minutes, on a un plat de légumes qui est franchement divin. Et donc voilà, donc plus égoïstement, c'est aussi que ça me facilite la vie en cuisine de travailler, de partir avec des produits vraiment qui ont juste du goût en fait. Et le goût, il n'y a pas de mystère, il faut que ça ait été fait avec soin, avec cœur et avec amour pour que ça ait bon goût. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça qu'en allant au marché, j'ai redécouvert par exemple les carottes. C'est vrai que les carottes de supermarché, par exemple, n'ont pas le goût de carotte. Et c'est vrai que ces producteurs, ils y mettent ben, leur cœur. Eux-mêmes, ils consomment leurs produits, alors que c'est pas toujours le cas de l'industrie agroalimentaire. Et ça fait une vraie différence. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui entendent ça et qui se disent, qui ont beaucoup de oui, mais enfin voilà, de barrières qui s'élèvent. Je pense que c'est un discours qui peut être entendu. Enfin, ça peut mettre les gens un petit peu sur la défensive. Et encore une fois, je pense qu'il faut partir de là où on est. Mais aller à la mesure de ses moyens et de ses possibilités, un petit peu plus vers un petit peu plus d'artisanal, un petit peu plus de petits producteurs, un petit peu plus de produits frais, de saison, de circuits courts. Même un tout petit peu, même, enfin voilà, petit à petit, voilà, il ne s'agit pas de tout révolutionner au quotidien si on part d'un système où on fait toutes ses courses en hypermarché, mais juste trouver, voilà, le petit producteur, aller faire un tour au marché avec les enfants, c'est vraiment sympa. Enfin, je pense qu'il ne faut pas essayer de tout faire et de tout changer du jour au lendemain, mais juste, voilà, essayer de faire un petit effort à la mesure de ses moyens pour aller dans ce sens-là. Ouais, je reprends ton idée du petit effort des gens pour sortir donc du supermarché qui pourrait les aider. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais pour moi, avant, faire les courses, c'était une plaie, c'était une contrainte. Aujourd'hui, aller faire le marché, alors je dis pas que c'est le meilleur moment de l'année, mais je suis contente d'aller au marché, de voir quels sont les produits de saison. Quand j'achète quelque chose, alors oui, des fois c'est cher, des fois c'est moins cher, ça dépend de la saison et du produit, mais quel que soit le prix, j'ai l'impression, comme tu disais, de voter avec mes euros, de dire bah oui, cette personne-là, elle s'embête à cultiver des légumes et d'arracher elle-même ses mauvaises herbes, de ne pas utiliser du Roundup et compagnie. Donc je suis, on va dire, contente de payer un peu plus cher ses légumes et puis de soutenir cette personne et puis de l'aider à vivre, quoi. Parce que Oui, bah, exactement, exactement. Et moi, je trouve aussi que quand on achète ces produits-là, du fait qu'ils ont vraiment du goût et qu'ils sont vraiment meilleurs, on en mange moins et donc on a besoin d'en acheter moins. Et par ailleurs, on mange moins d'une façon générale, ce qui, pour la plupart des gens, alors il y a des gens qui ont des problèmes de sous-poids, mais pour la plupart des gens, ils essayent plutôt d'avoir des portions plutôt plus raisonnable. Et donc, on s'aperçoit que si on a une excellente viande ou vraiment des pâtes artisanales, on n'a pas besoin d'en avoir une plâtrée parce que juste c'est très savoureux et c'est très satisfaisant. oui, puis enfin, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Même les gens qui sont en sous-poids, à mon avis, il y aura beaucoup plus de protéines, de bonnes graisses, de choses comme ça dans une viande achetée au marché plutôt que quelque chose qui est Tout plein à d'eau fait. au Ouais. supermarché. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, on sent parler avec beaucoup de passion, voilà, des produits, des saveurs, des producteurs. Ouais, enfin, pour résumer un peu la discussion, comment tu parlerais à quelqu'un qui voudrait faire cette démarche, mais qui manque encore un peu de motivation? Ben, je pense que
je pense que pour ça, les blogs, ça peut être vraiment une bonne ressource. Et alors évidemment, je dis ça parce que moi, je suis vraiment dans cet univers-là, donc je parle de ce que je connais, mais je sais qu'il y a beaucoup de mes lecteurs qui en fait ont trouvé en moi et d'autres gens trouvent ce- cette même valeur chez d'autres blogueurs. Hein. Je dis pas que je vais parler à tout le monde, mais euh, l'idée c'est de trouver quelqu'un dont l'approche vous correspond et de leur emboîter le pas. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui lisent mon blog, qui regardent le type de cuisine que je fais, le type de cuisine que je, que je défends, que je pratique, que je recommande. Et petit à petit, du coup, au quotidien, une ou deux fois par semaine, ils vont voir le genre de recette que je fais. Ils vont pas forcément faire la recette, mais ils vont se familiariser avec un peu la technique, l'approche, l'état d'esprit, et du coup, s'approprier eux-mêmes cette démarche pour que du coup ça paraisse en réalité plus faisable et mieux. Voilà, par exemple, j'ai une recette que j'adore qui est une recette de brocoli rôti qui se sert tiède ou en salade avec de l'avocat et des herbes. Et ça, c'est une recette qui a beaucoup de succès parce que ça permet de faire manger du brocoli à des gens qui pensent ne pas aimer le brocoli ou qui savent pas trop quoi en faire. Et je veux dire, c'est typiquement le genre de truc, on en entend parler une fois, et puis comme c'est une recette que j'aime beaucoup, ça m'arrive régulièrement d'en parler, et du coup les gens ils me disent, ah bon, bah à force que t'en parles, je me dis, il faut vraiment que j'essaye cette recette, et du coup ça permet d'avoir un peu en tête un petit répertoire d'idées qu'on se construit comme ça, un peu de façon inconsciente, et quand on est au marché et qu'on voit une belle tête de brocoli, on se dit, ah bah tiens, Clotilde, elle avait une recette de brocoli rôti avec de l'avocat. Ah bah tiens, est-ce que je trouve un avocat? Voilà, je ramène ça chez moi. Enfin, je pense que ça vaut le coup de prendre plaisir à lire des choses sur la cuisine sans forcément se dire, ah, alors c'est des recettes qu'il faut que je fasse, sans avoir de, voilà, sans se sentir obligé de quoi que ce soit, mais juste se familiariser avec une approche quotidienne qui est peut-être plus réaliste que ce qu'on peut voir dans les magazines ou dans les livres de cuisine. Et du coup, voilà, avoir ces idées-là en tête qu'on peut mettre en pratique de façon spontanée. Et c'est quand même ça le plus. C'est galvanisant quand on est au marché et qu'on voit un produit qui fait hyper envie et que d'un coup, on se rend compte que dans un coin de sa tête a jailli une idée, on se rappelle d'un peu, on se dit, ah mais oui, je vais faire ça, ça va être super, j'ai tout ce qu'il me faut et le soir on le fait et c'est bon et c'est quand même hyper gratifiant et pour moi, c'est les petits bonheurs du quotidien qui passent. Alors pour moi en particulier parce que c'est ma passion, mais je pense pour un peu tout le monde, les plaisirs de la table, c'est des choses qui sont petites, mais c'est des petites joies du quotidien et je pense que c'est vraiment un des secrets du bonheur. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'invite les lecteurs à s'inscrire à ta newsletter, parce qu'en plus, ça c'est magique. On n'a rien à faire, on reçoit la magnifique recette directement dans sa boîte mail. Et du coup, c'est génial. Et comme tu le dis, on s'en inspire, on la voit passer. Voilà. Enfin, je reprends pas tes propos qui sont excellents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui écoutent, si vous allez sur cnz.to, vous tomberez sur mon blog Chocolate and Zucchini et vous pouvez vous inscrire sur la newsletter, à la newsletter sur le site. Oui, de toute façon, juste en bas du podcast, je mettrai tous les liens qu'il faut. Voilà, je ferai un petit résumé avec toutes les excellentes ressources que tu nous as données. Et comme ça, ils auront tout à portée de clic. Eh ben, merci beaucoup. Donc, enfin, pour terminer cette interview, j'aurais une dernière question. C'est voilà, tu as peut-être quelque chose à ajouter afin d'aider nos auditeurs à cuisiner au quotidien en se faisant plaisir. Voilà, peut-être que j'ai oublié d'évoquer quelque chose qui te tient à cœur de partager avec nous. Ben je pense que avant tout, il faut arriver à trouver qu'est-ce qui vous, enfin, arriver à trouver un angle ou quelque chose qui vous plaît en cuisine. Parce que je pense que euh, personne, enfin, si vous n'aimez pas cuisiner, si vous pensez ne pas aimer cuisiner, si ça vous plombe, si vous trouvez ça vraiment difficile, ça va être, si c'est à chaque fois une douleur de faire ça, c'est vrai que c'est très difficile à mettre en place au quotidien. Mais il faut vous demander qu'est-ce que vous aimez manger, ouais, c'est ça. Partir de qu'est-ce que vous aimez manger, cuisinez ça, apprenez à cuisiner ça et le reste suit. En fait, il y a un peu des, des, des penseurs autour de la nourriture, notamment américains, qui disent qu'en réalité, on peut manger tout ce qu'on veut,
du moment qu'on le fait soi-même. C'est-à-dire que si par exemple vous adorez les hamburgers, il Oui. n'y a pas de problème, vous pouvez manger des hamburgers, mais faites-les vous-même. Alors je dis pas forcément faire le petit pain, mais achetez votre fromage, achetez votre viande, voilà, tranchez vos tomates, faites votre propre hamburger et vous pouvez le manger sans aucun problème, avec plaisir, avec bonheur. Et donc voilà, apprenez à cuisiner les choses que vous aimez manger. Faites-vous ça et cherchez pas midi à 14h. Mais écoute Clotilde, merci beaucoup. Je savais que cette interview allait être passionnante et que j'apprendrais plein de choses, mais c'est encore plus que ce que j'avais imaginé. Vraiment, C'est vraiment gentil. tes réponses sont vraiment très percutantes. Moi, voilà, je suis en train de découvrir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière le j'ai faim, j'aime pas, pourquoi j'aime pas. Voilà, la cuisine qu'on fait, celle qu'on voudrait faire, tout ça. Mais c'est vrai que toi, tu as une certaine expérience que tu viens de nous partager qui est vraiment, vraiment pleine de bon sens. Et puis voilà, enfin, on sent aussi que tout ce que tu dis, ça a été vécu. Enfin, voilà, ça apporte une crédibilité vraiment énorme pour nous accorder cette interview. Alors vous qui nous écoutez, je vous donne rendez-vous soit sur le site de Clotilde, que vous trouverez le lien dans la description aussi dessus, ou sinon sur le blog menuhebdo.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette interview en entier, et je vous dis à bientôt sur le blog de Clotilde ou sur le mien. Bye bye!